J'avais le vague projet d'aller chez les Bushmen, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré des photos de Himba. Et je me suis dit, en fait, c'est là que j'ai envie d'aller. Je m'appelle Solène Bardet, je suis arrivée en Namibie pour la première fois en 1993 et je suis devenue un peu au fil des années et un peu par hasard la spécialiste des Himba. En fait, depuis toute petite, je voulais partir toute seule en Afrique. C'était vraiment un rêve de gamine. L'Afrique, c'était comme un mot magique pour moi. Et c'est vraiment par hasard que je suis arrivée en Namibie. Au début, je suis arrivée en Afrique du Sud parce qu'il y avait un billet d'avion pas cher, Luxembourg-Johannesburg. Et j'étais un peu inconsciente à l'époque, j'avais 18 ans. Comme beaucoup de jeunes de 18 ans, je vivais entièrement dans le présent, donc je ne mesurais pas les risques en fait. C'est en sortant de l'avion de Johannesburg que je me suis vraiment demandé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il fallait que je le fasse, il fallait que je trouve quelque chose. Je ne savais pas quoi, j'avais juste besoin d'un horizon plus large. De fil en aiguille, au bout d'un mois, je suis arrivée en Namibie. Donc j'ai mis plusieurs semaines pour monter en stop jusqu'à Opuo. Opuo qui en langue Himba veut dire il n'y a plus, c'est fini. Et là, un des rangers qui était en poste à l'époque en fait, m'a conseillé d'aller dans une des régions des Himba où il y avait un petit dispensaire avec un infirmier qui parlait quelques mots d'anglais. Donc encore plusieurs semaines d'attente pour trouver une voiture qui pourrait me déposer là-bas. J'avais pas de tente. En fait, un des rangers m'a prêté une petite tente. Et puis, on m'a déposé donc, dans ce lit de rivière. Et la première nuit, donc on était au mois de juin, donc l'hiver austral. Il a fait près de 0. C'est là que j'ai découvert que je ne savais même pas faire un feu. J'ai passé la première nuit à courir autour de ma tente pour me réchauffer. Voilà comment l'aventure a commencé. Je crois que ce que je cherchais, en tout cas ce que j'ai trouvé ensuite chez les Himba, c'est cette vie très communautaire où tout le monde est là pour chacun. Les Himba ont beaucoup de mal à dire je, par exemple, ils disent beaucoup plus facilement nous. C'est d'abord les enfants qui sont venus me toucher dans le lit de rivière, parce que moi je connaissais rien des Himba. Je savais, quand je suis arrivée là-bas, je ne savais pas qu'ils étaient nomades, je ne savais pas qu'ils étaient éleveurs, je ne savais pas dire oui, non, je ne connaissais pas un mot. Et puis ce qui a été assez magique, c'est que j'avais un petit magnétophone avec moi et j'ai commencé à les enregistrer. On a commencé comme ça à chanter. Eux chantaient une chanson, moi j'en chantais une et j'ai pas pris conscience tout de suite en fait de l'importance qu'allait prendre cet instrument. Après, donc les enfants m'ont emmené dans les campements de leurs parents. Ensuite, j'ai commencé avec certains d'entre eux, les grands, à faire des petites migrations. Un jour, on partait dans un campement temporaire, on rentrait le lendemain, comme ça, avec le bétail. Et un jour, on est arrivé dans un campement où tout de suite, je me suis sentie très très bien. Et il y avait un feu. Autour de ce feu, il y avait un homme, une femme, une de leurs filles qui avait mon âge. Et quand j'ai sorti mon petit magnétophone pour faire écouter les chants des premiers enfants que j'avais enregistrés, en fait, la femme tout de suite a reconnu la voix de son fils. Et c'est avec son fils que j'avais fait ces petites migrations. Et dans ces chants, en fait, son fils parlait de moi. Il disait que j'étais très courageuse, que je ne me plaignais pas. En fait, il disait plein de choses très sympas. Et en fait, c'est comme ça, en fait, c'est par les chants de son fils que j'ai été si facilement acceptée dans ce village. Donc là, je suis restée un certain temps et au bout de quelques semaines, en fait, cet homme et cette femme m'ont dit que je ne pouvais pas rester comme ça, sans parents, sans famille, sans bétail. Enfin, pour eux, j'étais vraiment une pauvre petite chose abandonnée, sans bétail, donc très pauvre. Et donc, ils ont proposé de m'adopter. Mon nom Himba, c'est Mavelieta Chambiru. Et pour les Himba, je suis vraiment une Himba. J'avais un tel désir de découvrir, de comprendre, d'apprendre des Himba que tout ce qui pourrait paraître pour des difficultés physiques, en fait, ça me passait au-dessus. Dans le bonheur de la découverte, de la rencontre, que tout ça me passait complètement au-dessus. Et au bout d'un moment, en fait, j'avançais plus dans la langue. Parce qu'à l'époque, aucun Himba ne parlait un seul mot d'anglais. Et aucun d'entre eux n'a été capable de m'expliquer en fait comment fonctionnait la langue. Alors, la langue Himba est assez compliquée. Nous en français on a 2 genres, masculin et féminin. En Himba il y en a 16. Et en plus il y a des accents. Donc très vite j'ai appris des mots. En fait les Himba tous les jours s'obligeaient à m'apprendre 10 mots. Donc j'apprenais veau, vache, chèvre, l'herbe, le ciel, tout ça je savais dire. Des choses très concrètes, mais comment construire une phrase et comment parler sentiments, politiques, émotions. Et c'est ça qui a été difficile en fait, au bout d'un moment, de ne pas pouvoir aller plus profondément dans la relation. Et du coup, je suis rentrée et pendant 9 ans, je ne suis pas allée chez les Himba.
J'ai beaucoup voyagé pendant ces 9 années, mais en fait je me suis rendu compte rapidement que ce que je cherchais ailleurs, c'était ce que j'avais trouvé chez les Himba. Donc j'ai fini par y retourner. En 98, j'ai sorti un livre qui s'appelle Pieds nus sur la terre rouge, qui raconte en fait le premier de mes voyages en immersion chez les Himba, les premiers 6 mois. Donc j'ai eu l'immense chance d'être la première en fait à vivre avec eux. Je l'ai appris plus tard, depuis les années 20. En fait, de 1920 à 1990, toute la période sud-africaine, les Himba ont été confinés dans le Kaokoland, dans leur région. Donc plus récemment, en 2017, j'ai sorti avec un dessinateur, Simon Hureau, un livre qui s'appelle Rouge Himba, dans lequel j'ai essayé de transmettre de manière ludique en fait tout ce que j'ai appris des Himba depuis 25 ans. Donc c'est vraiment un livre qui donne la parole aux Himba. Aujourd'hui, les Himba sont dans une situation compliquée parce qu'ils sont de plus en plus nombreux sur un territoire qui devient de plus en plus petit. Donc leur ancienne vie d'éleveurs nomades, ils ne peuvent plus la pratiquer aujourd'hui. En plus, ils subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Moi, quand je suis arrivée là-bas en 93, ils creusaient dans les lits de rivière, ils trouvaient en général de l'eau à 12-15 mètres. Aujourd'hui, il faut forer parfois à 100-200 mètres pour trouver de l'eau. Donc ils sont obligés aujourd'hui de se diversifier. Et un des moyens pour diversifier leur économie, en fait, une des solutions, c'est le tourisme. Mais d'un tourisme qui les respecte. Alors, qu'est-ce que les Himba entendent par un tourisme qui les respecte? D'abord, ils ont beaucoup de mal à supporter les gens qui viennent chez eux sans interprète, qui pourtant ont souvent de très bonnes intentions, mais qui du coup n'ont pas les moyens d'échanger en fait avec eux. Ce que je remarque moi, c'est que c'est quelque chose de compliqué en fait pour les deux parties, parce que très souvent les touristes ils sont très attirés, très curieux de la culture Himba, mais ils n'osent pas, ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas polluer ce mode de vie. Alors la première année, en fait, j'ai découvert que certains Himba avaient parfois joué dans 10-15 documentaires, mais aucun d'entre eux n'avait jamais vu la moindre séquence montée. En fait, j'ai un grand drap de tissu blanc qu'on étend entre deux acacias, de se découvrir à l'image, et puis aussi de voir ce que c'était qu'un film. Et là, ils ont dit, ah ben maintenant on comprend ce que tous ces gens venaient faire. Et puis, au fur et à mesure des années, ils ont commencé à être de plus en plus critiques. Et à dire, mais quand même, pourquoi est-ce que dans tous ces films, c'est toujours une voix d'étrangers qui parle à notre place? Pourquoi dans la plupart de ces films, on voit des éléphants, des girafes, des animaux sauvages, que nous, ça fait 2 générations qu'on ne voit plus? Au bout d'un moment, eh ben, leur est né le désir de faire leur propre film. Et du coup, j'ai cherché un producteur. Et on a réalisé tous ensemble un film qui s'appelle Les Himba font leur cinéma. Donc chaque clan Himba a désigné 2 Himba qui le représentaient. Et pendant 1 mois, en fait, ils ont mis en scène ce qu'ils avaient envie de mettre en scène, ce qu'ils avaient envie de montrer. Au final, ça donne un film très drôle. En tout cas, moi, je trouve que ce qu'on y trouve, c'est qu'on y rencontre vraiment l'humanité des Himba. On se rend compte qu'ils ne sont pas si loin que ça de nous. En 2006, à la demande des Himba, on a créé l'association Kova Himba, ce qui veut dire avec les Himba, dont le principe est simple, ce sont les Himba qui décident des projets. Et nous, notre travail est de chercher les financements et de les aider à mettre en place ces projets. Voilà. Donc le film Les Himba font leur cinéma en a fait partie.